François-Guillaume Laurin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes journaliste au Point et vous êtes l'auteur de « Il fallait bien les aider quand des Justes sauvaient des Juifs en France ». C'est publié aux éditions Flammarion. Ma première question, c'est sur ce titre qui m'a surpris. « Il fallait bien les aider ». Parce que c'était une évidence ou parce que c'était une sorte de fatalité qui s'abattait sur ceux qui avaient des Juifs sur leur route ? C'était tout à fait une évidence parce qu'ils n'ont été que quelques milliers en fait à aider des Juifs. 4300 reconnus, dites-vous, mais on y reviendra. 4300, mais beaucoup plus évidemment qu'ils ont aidé. Une fatalité, non, mais le titre venait en fait d'une phrase. Oui, qui est citée dans le livre. D'un Vietnamien, le seul Vietnamien juste. Et je l'ai trouvé très très belle parce que aussi simple et humble que ce geste finalement qui était à la fois ordinaire, mais dans un temps extraordinaire. Vous travaillez sur ce livre, vous menez cette enquête, parce que c'en est une, avec le comité français Yad Vashem. Vous êtes en partenariat même avec eux. Comment s'est noué ce travail ? Eh bien, c'est parti d'un reportage pour Le Point. On m'a invité à une cérémonie de remise de médailles à Paris, puis dans la Sarthe. Et alors, ça a été pour moi une révélation parce que j'ai à la fois rencontré des dizaines de personnes qui travaillaient aujourd'hui, qui reconstituaient la chaîne de mémoire, en fait, pour monter les dossiers pour Yad Vashem, pour que les gens soient reconnus comme justes. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, il y a des bénévoles dans toute la France qui travaillent. Et cette chaîne, en fait, de mémoire m'a fait penser, mutatis mutandis, mais à la chaîne d'entraide qui avait eu lieu pendant la guerre, avec ces petites mains, ces gens qui ouvraient une porte, qui tendaient une main. Et donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose d'une résonance, en fait, entre le présent et le passé. C'est à cette occasion que j'ai rencontré des gens du comité français pour Yad Vashem, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, la France est le seul pays qui a une antenne nationale dans le monde de Yad Vashem Jérusalem. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Corinne Meloul et qui a la mémoire, en fait, presque des 4000 dossiers, qui travaille là-bas depuis 20 ans. Je suis allé la voir après ce long reportage. Et je lui ai dit, écoutez, racontez-moi d'abord des histoires. Et là, elle m'a dit, écoutez, je veux bien, mais je vous préviens, il y aura peut-être des histoires d'amour. Et ça m'a beaucoup plu parce que je ne m'attendais pas du tout à cette tonalité-là. Et je me suis rendu compte que finalement, là, j'allais rentrer dans un domaine où il y aurait à la fois la grande histoire et il y aurait l'intimité, il y aurait les familles, il y aurait l'intimité familiale. Et c'est ce sur quoi je travaille beaucoup. Il y a du tragique, il y a de la tendresse, il y a beaucoup d'épisodes rocambolesques. On croise des noms connus, Jean-Pierre Foucault, Stéphane Bern, on croise aussi beaucoup d'anonymes. 4300 justes répertoriés en France. On le disait au début, c'est beaucoup ou c'est peu par rapport au nombre de juifs qui ont été sauvés par des Français non-juifs ? Alors je pense qu'en fait les 4300, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que pour sauver une famille, il fallait plus qu'une seule personne. Simplement, les conditions d'attribution auprès de Jérusalem sont assez compliquées. Il faut produire des témoignages écrits, de plus en plus compliqués avec le temps qui passe. Il faut démontrer que la personne n'a pas été payée. Et donc, en fait, c'est comme en fait, le maillon principal d'une chaîne. C'est une tête de réseau. C'est compliqué, cette attribution. Est-ce que c'est parfois injuste ? Vous citez un dossier, par exemple, qui aboutit, le dossier Gilles Eaux, alors que c'était pas facile, c'était pas évident, il y avait peu de témoignages. Puis d'autres qui semblent évidents, puis finalement, la réponse est... Gilles Eaux, c'était en Vendée, mais là, c'est un cas d'ailleurs très particulier parce que c'est la recherche d'une vieille historienne, ancienne prof d'histoire. Il n'y a pas vraiment de témoignage écrit, c'est son livre. Elle veut faire un petit livre et c'est ce livre qui, par des hasards incroyables, arrive jusqu'à Jérusalem. Alors, je cite le cas du consul espagnol qui n'a pas encore été reconnu juste, mais là, pourtant, les témoignages sont là et on ne comprend pas pourquoi Jérusalem dit non pour l'instant. Alors que pour son homologue portugais... Oui, le Susan Mendes ou bien d'autres, ça a été acté. Donc, il y a des incompréhensions et la décision de Jérusalem n'est pas justifiée. Donc, on se pose des questions, on aimerait avancer. Cette notion même de juste, vous racontez que dans un projet de mémorial, il y avait une salle dédiée aux non-juifs qui ont sauvé des juifs. Ce mémorial n'a pas vu le jour. Et puis il y a en 1961 le procès Eichmann. Et là, ça change un peu la donne. Oui, parce que le procureur Gideon Hausner, lors du procès Eichmann, dans son réquisitoire, brusquement, va faire une liste de tous les actes de sauvetage dans les pays européens. Et ça change complètement la donne parce que jusque-là, Israël a plutôt reproché aux pays européens d'avoir tué ou aidé à tuer des Juifs. Et là, sans doute dans un contexte aussi diplomatique où Israël se cherche des alliés en Europe, là on a un renversement. Et ce n'est pas un hasard si l'année suivante, en fait,
ce qui était acté dans la création de l'Institut Yad Vashem en 1953, mais qui était un peu, je dirais, la dernière roue du carrosse. On disait qu'il faudrait rendre hommage à des non-juifs qui avaient sauvé les juifs, mais pendant 8 ans, rien ne s'était passé. Et là, Golda Meir, qui est ministre des Affaires étrangères, donc on voit bien le contexte diplomatique, va donner cette première liste. On a recueilli comme ça des témoignages oraux de 12 personnes pour qui on plante un arbre. C'est très important parce que il commence à y avoir, par exemple, le Congrès juif mondial qui dit nous aussi, on voudrait avoir nos justes. Et là, Israël dit non, c'est nous, on va s'en occuper. La France, elle, démarre assez lentement. Elle n'est pas très allante, pas très intéressée. Pourquoi ? Alors, en 64, c'est le premier juste, c'est un abbé à Poitiers qui a aidé dans le camp de détention. Mais on se rend compte qu'au début des années 80, donc 20 ans après, il n'y a que quelques centaines à peine. Et on est très loin derrière la Hollande et derrière la Pologne. Les volontaires, toute une génération se pose la question et se rend compte d'abord. Il y a des dossiers qui traînent, il y a des médailles qui sont à l'ambassade d'Israël, il y a... En fait, les gens ne savent pas. Il y a un problème de communication, tout simplement. Ils ne savent pas que ça existe, qu'on peut monter des dossiers. Et là, il y a des volontaires avec Jacques Pulsar qui va dans les associations distribuer des tracts. Il dit, voilà, vous avez été sauvés, quelqu'un vous a aidé, faites un dossier pour eux. Et petit à petit, ça commence. Et ça prend vraiment... Alors, c'est intéressant parce que la France et le pouvoir politique va nationaliser un petit peu la notion de juste, presque imposer la notion de juste de France, alors qu'on parle de juste parmi les nations, avec le discours de Chirac de Veldiv, dont on connaît évidemment la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Et là, on est en 95, c'est 95. Mais il y a une phrase sur les justes. Et on l'oublie un petit peu, mais quand même, là, brusquement, le nombre de dossiers croît de manière très importante, jusqu'à, et ça c'est vraiment la récupération politique, faire croire, et c'est un mensonge, que tous les juifs français ont été sauvés par des justes. Et là, on voit, pendant 10 ans, il y a une tentative pour constituer une entité, une catégorie, les justes, à côté des résistants de l'intérieur. Il a fallu y avoir une loi qui prononce leur égalité. Exactement, mais qui a été quand même refusée. Les justes, les résistants de l'intérieur et les résistants de la France libre à l'extérieur. Donc, pour, en fait, contrebalancer, évidemment, la collaboration pendant les années sombres. Et puis, il y a quand même aussi une loi mémorielle avec la reconnaissance des crimes racistes et antisémites de 2000 et des justes, le 16 juillet. Mais on se rend compte qu'il y a l'entrée au Panthéon en 2007, collective, mais ça patine, on va dire un peu, les nombres des dossiers ne sont pas si importants. Par ailleurs, et en revanche, quand on se rend compte, et là le travail de Yad Vashem est très important en France, quand on va dans des cérémonies, dans des petits villages, moi j'y suis allé assez souvent, il y a 200 personnes, il y a 300 personnes, et il y a toutes les autorités, il y a le préfet, le sous-préfet, le député, et on se rend compte en fait comment on peut utiliser aujourd'hui le discours sur c'est-à-dire un discours évidemment contre le racisme, pour la solidarité, pour l'aide, l'entraide. Donc il y a quand même là une force, et puis il y a aussi une coïncidence chronologique, c'est-à-dire il y a eu le temps de la déportation, il y a eu le temps des persécutions, et aujourd'hui les enfants cachés, c'est les derniers survivants, ou ceux qui étaient enfants, ils ont été aidés, ils ont une vague mémoire, ils se disent, avant de mourir, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je peux faire pour ceux qui ont sauvé ma famille ? Mais le temps passe. Les témoins disparaissent. Est-ce qu'on va arriver au bout de cette démarche ? On ne pourra plus proclamer juste des gens qui ont disparu ? Disons, dans 10 ans, alors bien sûr, les écrits restent. On peut toujours en retrouver, mais il faut une démarche active. C'est pour ça que moi, je souligne, et j'ai fait ce livre aussi avec les gens qui, en province, comme ça, dans ces 15 histoires que je raconte, ont pu constituer les dossiers. Il faut vraiment là être un vrai enquêteur et retrouver des bribes, et ça se fait encore, mais on va dire qu'on vit les 10 dernières années, mais c'est la fin d'un dernier cycle. Et il y a cette statue à Yad Vashem, le juste inconnu, qui sera là pour témoigner de tous les justes qu'on n'aura pas réussi à honorer dans l'histoire. Vous citiez tout à l'heure ce Vietnamien, Anne, et son épouse Jadwiga, qui elle est polonaise, si je me souviens bien. En fait, ils survivent parce qu'à un moment donné, ils disent non à l'administration. Et j'ai vu beaucoup de cas comme ça dans votre livre. On refuse d'ouvrir aux gendarmes, on refuse de se rendre à une convocation au commissariat ou à la mairie. C'est ça le premier acte. Oui, ça peut être aussi un policier qui croise quelqu'un dans la rue, qui sait qu'elle est juive, et il dit attention, demain
ne soyez pas chez vous. C'est aussi le village d'Aulus-les-Bains, dont je raconte il y avait 700 juifs consignés là-bas. Et pourquoi ils bougent, tous ces bergers là, ils font passer dans la montagne pyrénéenne? Parce qu'ils ont vu la première rafle, celle du 26 août, qui est très importante, celle de la rafle dans la zone libre. Ils ont vu tout brusquement la violence du régime de Vichy et ils se sont dit, mais non, ils vont revivre cela, donc faisons quelque chose. Après, et moi ça m'a intéressé comme objet d'histoire parce que, évidemment, ils ne sont pas là pour être dans l'histoire parce que leur acte est caché, c'est un petit geste, c'est juste aider une connaissance. Et j'étais frappé de voir que beaucoup d'aides, de salut viennent de gens, on les a connus avant la guerre, les enfants étaient en nourrice, les enfants étaient en pension, ils venaient et c'est un voisin. Il y a un lien, il y a quelque chose. Il y a un tout petit lien. Et quand le temps devient dramatique, tragique, là brusquement il bascule dans le geste le plus extraordinaire quand même. Et l'ordinaire, c'est la compassion et c'est sauver une vie. L'héroïsme, mais avec sa racine très ténue finalement. Très ténue, mais qui prend une dimension parce que le temps, lui, il est hors norme, il est extraordinaire. Et ça peut être aussi... Alors, il y a des valeurs derrière. Moi, je pense que je cite beaucoup Grossman parce qu'il parle de cette bonté sans pensée, une bonté sans idéologie. Mais je pense que c'est une bonté avec des valeurs. Je croise beaucoup, par exemple, d'anciens combattants qui ont été justes parce qu'ils se souviennent de leur combat contre les Allemands. Et là, brusquement, ça ressurgit 30 ans après. Vous le dites à un moment, on n'a pas l'équivalent du film La liste de Schindler pour honorer les Juifs français. On n'a pas un ouvrage majeur dans la littérature. C'est peut-être à venir. Oui, alors il y a un chapitre que je consacre sur le cinéma, comme le cinéma français en parle. J'étais frappé que Lacombe Lucien, Le Dernier Métro, Au revoir les enfants. Il y a des gens qui, dedans, sauvent des Juifs. Même Lacombe Lucien, le milicien, sauve à la fin. Dans Le Dernier Métro, Catherine Deneuve sauve son mari. Mais ce n'est pas au centre du film, c'est périphérique. Il manque cela. C'est peut-être à venir. Il fallait bien les aider, c'est chez Flammarion, quand des justes sauvaient des Juifs en France. François-Guillaume Laurin, merci. Bonne journée. Merci beaucoup.